Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déchirer les voiles, l'épisode numéro 7 du 30 octobre 2023. Je suis toujours très heureux de vous retrouver, comme vous le savez, et toujours heureux de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter cette émission, parce que apparemment de plus en plus parmi vous se sont rendus compte que tiens, Jean-Jacques Reffker refaisait des choses le lundi. On va peut-être aller voir ce qu'il a à nous raconter. Voilà. Alors, j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'un certain nombre d'entre vous ne se sont pas encore inscrits à ma chaîne privée gratuite. Et je le répète encore une fois, les lois pour lutter contre la désinformation, contre les fake news, etc., sont passées. Elles sont en train d'être mises en œuvre, ce qui veut dire que des personnes comme moi qui sont considérées comme complotistes, conspirationnistes, antisémites d'extrême droite, etc., eh bien, nous aurons de plus en plus de difficultés à nous manifester sur des réseaux publics et nous devrons nous réfugier avec les gens qui veulent nous écouter sur des réseaux privés. Donc c'est la raison pour laquelle je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne privée gratuite. C'est entièrement gratuit, mais si je suis complètement banni, comme je l'ai été déjà de YouTube et de Facebook, eh bien ma seule façon de pouvoir vous rejoindre et de vous dire « Hey, je vous donne rendez-vous à tel endroit », eh bien ce sera si vous êtes inscrit sur ma chaîne privée. Voilà. Je continuerai à le dire dans les prochaines semaines, mais en attendant, nous allons aborder la thématique d'aujourd'hui, qui est la suite des 4 émissions précédentes, où depuis 4 émissions, maintenant c'est la 5e aujourd'hui, je vous invite toujours à réfléchir comment tenir debout, individuellement, face à la tourmente, face à l'état totalitaire, lorsqu'il s'agira de désobéir civilement, de résister civilement. Alors, comme je vous l'ai dit, la solidité d'une chaîne dépend de la solidité du maillon le plus faible. Donc, si nous voulons rêver des mouvements de désobéissance civile, des mouvements de résistance civile, eh bien, nous devrons d'abord apprendre à tenir debout individuellement pour pouvoir par la suite être extrêmement fort sur le plan collectif. Et je vous ai déjà donné un certain nombre de conseils dans les 4 semaines qui ont précédé. Je vous le rappelle de façon rapide. Je vous avais dit, un premier conseil, c'est de vous ancrer dans vos valeurs fondamentales. Le deuxième conseil, c'était de changer votre regard sur votre incarnation. Le troisième conseil, c'était de suspendre le jugement par rapport à ce qui vous arrive, quoi qu'il vous arrive, que ce soit agréable ou désagréable. Et la semaine dernière, je vous avais invité à multiplier les repères intérieurs et extérieurs justement pour avoir un élément de stabilité et de sécurité extérieure et intérieure lorsque tout va commencer à brasser dans tous les sens. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une 5e perspective, un 5e conseil que j'ai intitulé dans le titre de cette vidéo « Se distancier de son personnage ». Voilà. Alors, se distancier de son personnage, pourquoi est-ce que j'ai intitulé cette vidéo d'aujourd'hui comme cela? C'est parce que la notion de personnage, pour moi, c'est une notion que j'ai découverte grâce à Carl Gustav Jung. Et quand on regarde l'étymologie, vous savez que j'adore l'étymologie du mot personnage, ça vient de persona, en latin, qui veut dire le masque. Alors, pourquoi est-ce que persona, c'est le masque, le masque qui a donné lieu par la suite au personnage de théâtre, et puis la personnalité, et puis la personne. Bien, mais à l'origine, pourquoi est-ce qu'on a appelé dans l'Antiquité grecque et l'Antiquité romaine les masques persona, en tout cas en latin, eh bien, c'est parce que c'est composé de per et sona. Per, ça veut dire à travers, comme dans perforer, perfusion, perméable. Et sona, c'est le pluriel de sonum, qui veut dire le son. Donc, ce sont les sons qui passent à travers. À travers quoi? À travers les masques. Parce que je vous l'ai déjà dit, mais dans l'Antiquité grecque, dans le théâtre grec et dans le théâtre romain, eh bien, évidemment, il n'y avait pas de système d'amplification de son et les
théâtres grecs et les théâtres romains avaient été construits de telle sorte que le son soit emprisonné, soit réverbéré dans l'enceinte de l'amphithéâtre, donc, mais en même temps, il fallait quand même un petit peu aider les acteurs de telle sorte qu'ils puissent être entendus jusqu'au dernier rang des gradins du théâtre. Et c'est pour ça qu'on leur fabriquait des masques qui étaient percés de 3 ouvertures, 2 ouvertures pour les yeux et une ouverture pour la bouche. Et très souvent, les masques de théâtre grec avaient des petits porte-voix qui faisaient qu'on entendait beaucoup mieux jusqu'au dernier rang ce que les acteurs étaient en train de dire. Et donc, au départ, ce dispositif, on va l'appeler comme ça, ce dispositif qui consistait à faire passer le son à travers un petit porte-voix, per sonum, eh bien, par extension, on les a appelés les personas, c'est-à-dire les masques, qui a donné par la suite le nom de personnage, puis personnalité et personne. Et c'est Carl Gustav Jung qui faisait la distinction, je sais que je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, mais je continue à insister sur ce point parce que ça me paraît important. Carl Gustav Jung faisait bien la distinction entre une personne et un individu. Pour Carl Gustav Jung, une personne, c'est le masque social que nous portons tous et toutes. Donc ça, nous avons tous un masque social, bien entendu. Alors évidemment, quand on fait du développement personnel, on renforce son masque social. C'est la raison pour laquelle moi, je me suis toujours, distancié du développement personnel pour promouvoir plutôt une démarche de croissance individuelle. Parce que pour Jung, un individu, c'est une personne qui est indivisée. Individu, indivisé. Et c'est donc quelqu'un qui a rassemblé au cœur de son être profond l'ensemble de ses facettes, aussi bien les facettes ombre que les facettes lumière. Et tout le but de la démarche de Jung, d'ailleurs, c'était le processus d'individuation, c'est-à-dire un processus alchimique qui consiste à rassembler toutes les parties éparses de notre être, qui fait que plus nous avançons dans l'existence, idéalement, plus nous sommes consistants et plus nous sommes rassemblés. C'est-à-dire, il n'y a pas des bouts qui nous échappent à gauche ou à droite. Bien. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui dans le contexte de vous donner des conseils sur comment tenir debout lorsqu'on se fait attaquer? Eh bien, en fait, c'est très simple, je pense que vous commencez à le deviner, c'est que si nous avons conscience que, en réalité, notre incarnation, c'est une grande pièce de théâtre. Voilà, c'est encore une image que je vous donne après la salle de musculation spirituelle, après la grande école, après la compétition sportive, après le jeu vidéo. Eh bien, je vous propose aujourd'hui une autre métaphore qui serait la métaphore d'une pièce de théâtre où nous serions tous acteurs depuis pratiquement notre naissance jusqu'à notre mort. Donc la mauvaise nouvelle, encore une fois, c'est que nous ne pourrons pas quitter la scène de ce grand théâtre qu'est l'incarnation, et nous avons tous des rôles à jouer, un ou plusieurs rôles à jouer, et nous avons tous nos masques sociaux qui interagissent les uns avec les autres. Mais si nous adoptons cette vision du monde, cette vision de l'incarnation, eh bien, ça va être beaucoup plus facile d'encaisser les coups que nous recevons de nos adversaires, parce que si nous sommes capables de nous distancier, là vous commencez à comprendre ce que je veux dire, à se distancier du personnage que nous jouons versus l'être profond que nous sommes, l'individu profond que nous sommes, la supraconscience que nous sommes, eh bien, ça va être beaucoup plus facile de se tenir debout, parce que finalement, ce qui sera blessé, ce qui sera attaqué, ce qui sera souillé, c'est juste le personnage, c'est juste le masque social. Ce ne sera pas l'être profond que nous sommes. Et en préparant cette vidéo, je me suis posé d'abord la question de savoir, mais finalement, si on y réfléchit, qu'est-ce qui fait mal lorsque nous sommes attaqués? Et j'ai trouvé essentiellement 5 raisons pour lesquelles nous pouvons avoir mal lorsque nous sommes attaqués. Et si je vous raconte ça, c'est parce que je pense que vous comme moi, à partir du moment où nous prenons des positions
relativement public ou relativement privé, même vis-à-vis de notre famille, de nos amis, de nos conjoints, etc., des positions qui ne vont pas nécessairement dans le sens du narratif promu par les médias mainstream, eh bien, nous risquons effectivement d'être attaqués pour les propos que nous tenons. Hein. J'en veux pour preuve que mardi dernier, un reportage est sorti sur la chaîne YouTube de Arte, un reportage signé Aude Favre de Citizen Facts, et c'est un reportage de 35 minutes consacré exclusivement à votre serviteur, où je suis diffamé, où on me prête des propos que je n'ai jamais tenus, je suis ridiculisé, je suis traîné dans la boue, et donc c'est clair que dans ce genre de circonstances, les conseils que je vais vous donner, ce sont des conseils que, évidemment, je mets en œuvre régulièrement chaque fois que je suis attaqué. Et vous savez que je suis abonné aux attaques de la part des médias. Et d'ailleurs, je me suis amusé, mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure, je me suis amusé à faire une vidéo de commentaires sur le reportage. D'ailleurs, je vous laisserai sous cette vidéo les liens pour aller voir, si ça vous intéresse, la manière dont je me positionne par rapport à ce reportage. Bien, alors revenons à la question du jour qui est, mais qu'est-ce qui fait mal lorsque nous sommes attaqués? Parce que vous serez attaqués, vous avez probablement déjà été attaqué pour un certain nombre de propos que vous avez tenus, vous avez peut-être été ostracisé par certains membres de votre famille ou par certains cercles d'amis, etc. Donc, je pense que ce que je vais vous dire sera d'une grande utilité. Alors, 5 raisons pour lesquelles nous pourrions être blessés, nous pourrions avoir mal lorsque nous sommes attaqués. Première raison, c'est, en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, on peut déjà avoir mal si nous avons un projet sur notre auditoire, si nous avons un projet sur notre auditeur, si nous avons le projet de le convaincre, si nous avons le projet de faire en sorte qu'il agisse comme nous voudrions qu'il agisse, ou si nous voulons qu'il réfléchisse comme nous voudrions qu'il réfléchisse. Ça va ? Et évidemment, chaque fois que nous échouons dans notre projet d'influencer l'autre, si nous avons, effectivement, si nous sommes attachés à ce projet implicite sur l'autre, hein, c'est ce que j'appelle d'ailleurs un jeu de pouvoir, eh bien, nous risquons d'avoir mal parce que nous allons nous sentir à chaque fois en échec. Donc, évidemment, vous comprenez qu'une première façon de ne pas avoir mal, c'est de ne plus avoir de projet sur l'autre. Simplement, je lui donne une information et puis il en fait ce qu'il veut. Si il en tient compte, tant mieux pour lui. S'il n'en tient pas compte, tant pis pour lui. Mais ça ne va pas influencer l'estime que vous allez avoir de vous-même parce que vous n'avez pas été entendu. D'ailleurs, j'en viens à la deuxième raison pour laquelle ça peut nous faire mal lorsque nous sommes attaqués, c'est si ce que nous faisons lorsque nous tenons des propos qui vont à l'encontre du discours et du narratif mainstream, c'est si nous sommes à la recherche de la reconnaissance, de l'amour ou de la validation de la part de nos interlocuteurs, que ce soit un interlocuteur unique ou que ce soit toute une communauté. C'est clair que si nous sommes en recherche de reconnaissance, d'amour, de validation, eh bien, c'est clair que nous allons avoir mal chaque fois que quelqu'un va tenir des propos mensongers, des propos violents, comme c'est le cas actuellement sous la vidéo du reportage d'Arte. Je peux vous dire que je me suis amusé à lire les commentaires sous la vidéo. C'est parfois beaucoup plus violent dans les commentaires que ce ne l'est dans le reportage. Donc, bien entendu, moins vous allez chercher de la reconnaissance, de l'amour et de la validation de la part de vos interlocuteurs, mieux ça va se passer pour vous et plus ça va être facile pour vous de vous tenir debout individuellement. Troisième raison pour laquelle ça peut faire mal lorsqu'on se fait attaquer, c'est lorsque nous nous identifions nous-mêmes à nos propres opinions et à nos propres croyances. C'est-à-dire que nos opinions et nos croyances, nous avons l'impression que c'est nous. Hein? C'est comme si nous disions « je suis hein, », du verbe « être »,« je suis mes opinions »,« je suis mes croyances ». D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que dans toute une série de rencontres,
et ça je l'ai entendu depuis que je suis tout petit, il y a une espèce de consensus autour d'une table, par exemple, en disant « Ok, on peut parler de tout ce soir, sauf de politique et de religion. » C'est quand même intéressant que dans tous les pays et dans toutes les cultures, j'ai entendu la même chose. On peut parler de tout, hein, on peut parler de bagnole, on peut parler de femmes, on peut parler d'hommes, on peut parler de sport, on peut parler de musique, d'art, etc., etc. Mais on ne va pas parler de politique et on ne va pas parler de religion. Pourquoi d'après vous ? Tout simplement parce que ces deux secteurs de notre vie sont les secteurs où nous avons le plus tendance à nous identifier, c'est-à-dire à confondre ce que nous pensons avec ce que nous sommes. Or, ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce sont des choses extérieures à nous que nous avons éventuellement adoptées. Hein, une croyance religieuse, c'est quelque chose qui nous a été transmis par une communauté éventuellement, mais le danger, le piège, c'est qu'à un moment donné, nous allons croire que nous sommes notre croyance, nous sommes notre opinion politique, par exemple. Et que donc, quand on démolit cette croyance religieuse ou cette opinion politique, on a l'impression que nous sommes démolis. Et c'est là que ça fait très mal. C'est là aussi que ça peut provoquer les guerres les plus violentes. Quelle est la source des guerres les plus violentes, les plus meurtrières? C'est la religion et la politique. La politique, très souvent, pour avoir le pouvoir sur des champs pétrolifères ou des mines d'or, etc. Donc là, on va déclencher des guerres pour essayer d'avoir le pouvoir. Ça, c'est l'aspect politique. Et l'aspect religieux, ben regardez les centaines de millions de morts qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité au nom de Dieu. Alors, si Dieu est amour, alors moi, je ne sais pas ce que je suis. Voilà, ça, c'est la troisième raison pour laquelle nous pourrions avoir mal lorsque nous sommes attaqués. Quatrième raison, c'est une raison beaucoup plus générale, c'est lorsque nous nous identifions carrément au personnage que nous jouons. Personnage qui a été souillé, traîné dans la boue, ridiculisé, diffamé, jugé, etc. Rajoutez-en tant que vous voulez. Et si évidemment nous sommes identifiés au personnage que nous sommes, parce que la plupart du temps, les gens qui vous attaquent, ils attaquent ce qu'ils voient, c'est-à-dire ils attaquent le personnage extérieur. Mais est-ce qu'ils vous connaissent véritablement au niveau de votre intimité intérieure? En fait, si vous y réfléchissez un petit peu, la plupart des attaques que vous recevez viennent de gens qui ne vous connaissent pas. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est clair que ceux qui m'attaquent sont des gens qui ne me connaissent pas. Ceux qui me connaissent, mes étudiants, ceux que j'ai accompagnés, il y a plus de 40 000 personnes individuelles que j'ai accompagnées dans ma carrière de formateur. Je n'ai jamais eu un seul procès de ma vie. Pourquoi d'après vous? Mais c'est parce que tout simplement, je respecte les gens qui confient leurs souffrances, je dirais, ou leurs aspirations à ma démarche. Et je suis un professionnel aussi qui va livrer ce qu'il a promis qu'il allait livrer. Et en plus, je respecte l'autonomie, je respecte la liberté, je respecte la conscience et je respecte la responsabilité des gens. Donc en fait, étant donné que j'ai cette attitude de respect vis-à-vis de mon public, ben, c'est clair que ce n'est pas mon public qui va m'attaquer, ce sont toujours des gens qui ne me connaissent pas. D'accord? Mais ce qui est terrible, c'est que si nous ne sommes pas capables de nous distancier du personnage qui est perçu par l'extérieur, c'est là que nous allons commencer à vraiment souffrir. Alors, moi j'ai une stratégie a priori que j'ai toujours utilisée dans ma vie. Toujours, donc ça ne date pas d'hier, c'est de me moquer de moi-même, de me foutre de ma propre gueule, pour que lorsque des gens vont essayer de commencer à me caricaturer, vont essayer de me, je dirais, de me diffamer, de déformer mes propos, etc., ben, ou vont même m'attaquer au niveau de ma personne, ben, c'est trop tard, ils sont deuxièmes, parce que moi, je me suis déjà moqué de moi-même
Surtout que je suis un personnage public, donc j'ai tout intérêt à me moquer de moi-même. Mais de toute façon, dans la vie, ceux qui me connaissent intimement savent que j'ai un humour de moi-même qui est presque permanent, si vous voulez. Donc en fait, je vais me moquer de moi-même de façon régulière. Et c'est ça qui me garde jeune, je pense. Et allez, souvenez-vous, depuis que j'ai animé les conversations du lundi, mais regardez déjà la première conversation du lundi, j'étais à poil dans mon étang. Franchement, si j'étais quelqu'un qui se prenait au sérieux, je n'aurais pas commencé une série d'émissions en me foutant à poil dans mon étang en disant je suis le petit poisson rouge qui est dans son bocal et qui n'est pas conscient qu'il est dans un bocal. Hein? Mais vous m'avez vu aussi dans ma baignoire, vous m'avez vu aussi sur une plage de Guadeloupe à poil où vous avez vu juste le début de mes fesses, mais vous m'avez vu aussi avec des perruques, vous m'avez vu sur un kayak, vous m'avez vu dans toute une série de circonstances avec un string sur la face, parce que j'adore prendre les devants du ridicule. Et c'est une façon aussi d'envoyer un message à tout le monde, y compris à vous, qui avez de la bienveillance vis-à-vis de moi, c'est de dire « ne me prenez pas au sérieux ». Enfin, je suis quelqu'un de très sérieux. Hein, vous voyez, j'ai préparé cette vidéo que je suis en train de tourner pour vous. J'ai passé 2 heures à la préparer. Je vais passer encore 2 heures à la monter, à faire les diapositives, etc. Donc, je suis quelqu'un qui prend les choses au sérieux, mais je ne suis pas quelqu'un qui se prend au sérieux. Et pourquoi est-ce que aussi je ne me prends pas au sérieux? Parce qu'en ne me prenant pas au sérieux, j'évite tout de suite les projections de gourou. J'évite le fait que vous allez être en pamoison devant moi parce que j'apparais comme un maître réalisé qui est là pour vous enseigner l'illumination, etc. J'en ai rien à foutre. Voyez? Et donc, je ne veux pas non plus que vous tombiez dans le piège de faire des projections amoureuses ou des projections de fascination vis-à-vis de Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est un simple être humain. Voilà. Donc, vous voyez, je me suis un petit peu appesanti sur ce point-là, mais pour moi, c'est une façon préventive aussi de parer l'impact des coups que je pourrais avoir, puisque je l'ai déclaré moi-même. Quand j'ai commencé à être accusé de secte, j'ai été le premier à l'annoncer partout, à tous mes auditoires. Ce qui fait que du coup, les journalistes qui voulaient utiliser l'argument de dire « oh, c'est un gourou de secte », trop tard, je l'avais déjà annoncé. Je suis traité de gourou de secte depuis des années. Je fais partie des 100 sectes les plus dangereuses de France, avec 0 adepte. Même mon chat n'a pas voulu s'inscrire dans ma secte et ma femme non plus. Voilà. Donc je suis un gourou sans communauté, mais je suis quand même un gourou. Alors, pensez bien que tout le monde rigolait, mais quand les journalistes essayent de me discréditer et de me faire perdre, entre guillemets, de la crédibilité, ils n'y arrivent pas, puisque je suis le premier à avoir dit, vous savez, le personnage là, c'est un gourou d'extrême droite, antisémite, misogyne, complotiste, conspirationniste, etc. Mais quand j'annonce tout ça, que voulez-vous que mes adversaires fassent encore? Rien. Peut-être un petit reportage, comme vous allez le voir, si ça vous intéresse. Et je dirais que la dernière chose, c'est que finalement, dans mon expérience, là où j'ai eu le plus de difficultés lorsque j'ai été attaqué, c'est lorsque mes valeurs fondamentales étaient attaquées. Même pas moi, vous voyez, mais mes valeurs. Même si j'étais désidentifié par rapport à mes valeurs, mais pour moi, une valeur, c'est quelque chose qui a de la valeur justement en soi, indépendamment de qui je suis. Et ça a toujours été beaucoup plus difficile. Ce sont les choses qui aujourd'hui me mettent encore en colère. Mais je dirais pas que ça me fait mal en tant que personne, mais ça me met en colère. Parce que quand je vois que l'innocence de l'enfance est bafouée par des programmes de soi-disant éducation sexuelle où on apprend aux petits de 4 ans à se masturber, où on expose les petits de 7 ans à des images pornographiques, je suis désolé, ça me met hors de moi. Parce que là, ce sont mes valeurs fondamentales de respect de l'intégrité de l'humain qui sont atteintes. Et ça, j'ai pas trouvé de moyen encore de
ne pas me mettre en colère lorsque je vois des choses aussi violentes se passer. Voilà. Maintenant, très rapidement, quels sont les conseils que je peux vous donner? Bon, je vous en ai déjà donné plusieurs puisque je vous ai dit, si vous n'avez plus de projet sur votre auditoire, ça va aller mieux. Si vous ne cherchez plus de reconnaissance, ça va aller mieux. Si vous vous foutez de votre propre balle avant les autres, ça va aller mieux aussi. Si vous vous désidentifiez par rapport à vos opinions, vos croyances, ça va bien aller aussi. Bon, mais je vous donne encore quelques conseils supplémentaires, quelques stratégies supplémentaires justement pour encaisser les coups beaucoup mieux, beaucoup plus facilement et rester bien centré. Premier conseil, je me souviens de qui je suis et de ce que je fais. Voilà. Je pense que ça, je me souviens de qui je suis en essence, fondamentalement. Qui suis-je au-delà du personnage qu'on est en train d'attaquer? Et se souvenir de qui vous êtes, c'est-à-dire avec vos valeurs, avec les choses qui ont de l'importance dans votre vie, les choses qui donnent du sens à votre vie, ça va beaucoup vous aider lorsque vous serez attaqué. Deuxième conseil, vous souvenir que c'est le personnage public qu'on attaque et ce n'est pas l'être essentiel. S'en rappeler comme ça au moment où on se fait attaquer, c'est ce que j'ai fait avec le reportage qui est sorti sur la chaîne d'Arte mardi, c'est que je me suis souvenu tout de suite que finalement ce qui était attaqué dans ce reportage de 35 minutes où on voit ma tronche régulièrement, eh bien c'est le personnage, c'est le rôle que je joue dans la grande pièce de théâtre de l'incarnation, et Aude What the Fake joue également son rôle dans la grande pièce de théâtre dans laquelle nous jouons. Et donc à partir de là, je ne peux plus être blessé, parce que ce n'est pas moi qui suis attaqué, c'est le rôle que je joue dans une circonstance bien particulière qui s'appelle la crise Covid. C'est tout. Troisième conseil, me souvenir effectivement que je suis dans une pièce de théâtre où chacun joue son rôle, je viens de vous le dire, mais je l'avais écrit séparément. Quatrième conseil, me rappeler qu'une info en chasse une autre immédiatement. Donc, dans une semaine, plus personne ne parlera de ce reportage. Et moi, je conseillerais même à Arte de retirer rapidement ce reportage parce que Arte est en train de perdre sa crédibilité. C'est pour ça que je me suis amusé aussi à lire les commentaires. Alors, la plupart des commentaires critiques ont disparu régulièrement. Il y a des centaines de commentaires qui ont été supprimés au fur et à mesure qu'ils étaient mis. Mais le mal est fait. Arte vient de perdre encore quelques milliers d'adhérents ou de spectateurs grâce à ce reportage. Et donc, si j'étais à la place d'Arte, je ne publierais même pas les 4 autres émissions et je dirais, bon, ok, là, on a vraiment tiré une mauvaise pioche et on passe à autre chose. Mais rappelez-vous que de toute façon, tout ce qu'on raconte sur vous, la semaine prochaine, tout le monde aura oublié. Et ça, je l'ai dit à combien de reprises à des personnes qui se faisaient tout à coup attaquer dans la presse. Je dis, écoute, dans une semaine, plus personne n'aura même retenu, ne fût-ce que ton nom. Parce qu'une info en chasse une autre, dans l'immédiateté. C'est ce que je vous expliquais la semaine dernière. Allez chercher du soutien et de la reconnaissance auprès de ceux qui vous apprécient, auprès de ceux qui ont de la bienveillance vis-à-vis de vous. Ça, c'est extrêmement important. Moi, j'ai fait ça pendant des années. Actuellement, j'en ai moins besoin. Il n'empêche que ça me fait toujours très plaisir d'avoir des gens qui me disent « Écoute, Jean-Jacques, je continue à avoir confiance en toi malgré les attaques de ce reportage. » Ça me fait extrêmement plaisir. Et lorsque je ne reçois pas spontanément ce genre de soutien et de reconnaissance, je vais le chercher. Donc n'ayez pas peur d'aller trouver vos amis à ce moment-là et de dire « Qu'est-ce que tu penses de moi sincèrement? Comment tu perçois mon travail? Comment est-ce que tu perçois mon positionnement? Sincèrement, là je te demande en tant qu'ami de me dire la vérité, de me donner l'heure juste. » Et d'aller chercher ces informations. Donc allez à la pêche au soutien et à la reconnaissance si ça ne vient pas spontanément. Sixième conseil que je peux vous donner, c'est agir et rester en mouvement. Surtout, ne restez pas figé, ne restez pas dans une attitude d'inhibition d'action, pour reprendre les termes d'Henri Laborit. Agissez. Alors, si vous ne savez pas quoi faire concrètement, eh bien, on s'en fout.
bougez, mettez de la musique à fond et dansez. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un besoin au niveau du corps physique, au niveau de nos cellules, d'évacuer le stress qui a été créé par l'attaque que vous venez de subir. Alors, si évidemment il y a des démarches que vous pouvez faire, par exemple prendre un avocat, par exemple écrire une lettre, puis la déchirer ou la brûler, etc., hurler dans la forêt, enfin, peu importe, bon, c'est très bien. Mais si vous ne trouvez rien à faire de concret, eh bien, bougez. Bougez votre corps, faites-vous bouger dans tous les sens, ça va vraiment aider votre corps, donc du coup ça va aider votre psychisme. Bien, dernier conseil que je peux vous donner, c'est faites de l'aïkido avec l'attaque. Alors à ce moment-là, je vais vous raconter une petite anecdote. C'était en 2009, début 2009, en mars 2009, j'avais prévu une nouvelle tournée de projection-conférence du documentaire que j'avais réalisé sur le Dr Hammer l'année précédente. J'avais déjà fait des tournées de projection-conférence en France, en Suisse, en Belgique et au Québec. Et là, comme ça avait eu beaucoup de succès, eh bien, j'avais reprogrammé 6 conférence avec la projection du documentaire sur le Dr Hammer, suivie d'une conférence avec les questions-réponses, etc. Et évidemment, comme les services du Premier ministre français avaient infiltré ma liste de courriels, lorsque j'ai annoncé les 6 dates et les 6 lieux de conférence, les services du Premier ministre français ont contacté les maires des 6 villes dans lesquelles je devais me produire pour leur dire je vous demande d'interdire cette manifestation parce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Et heureusement, un des 6 maires, qui était un maire écolo, m'a contacté pour dire « Monsieur Crèvecoeur, voilà ce que je viens de recevoir comme lettre du cabinet du Premier ministre. » Et donc là, je me suis demandé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais me battre? Est-ce que je vais y aller en force? Parce que, bon, quand même, une tournée de conférence avec 6 salles de 300 personnes, 300-400 personnes, ça fait beaucoup de frais, où j'avais déjà payé tous les acomptes pour les 6 salles. Donc, vous pensez bien que il fallait que je trouve une solution. Mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas dire « Ah ben... allez, c'est pas grave, je vais quand même faire mes conférences, et tant pis, hein, et on va voir qui est le plus fort. » Parce que de toute façon, je savais qu'il y aurait la gendarmerie qui serait là, ou la police qui serait là, et je serais interdit de donner la conférence. Donc, j'ai fait de l'aïkido. J'ai un petit peu réfléchi, et je me suis dit, en fait, comment je peux profiter de cette interdiction pour faire un coup encore plus fumant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à ma communauté, puisque de toute façon, comme je savais que les services du Premier ministre étaient dans ma liste, mais je ne savais pas qui, évidemment, je me suis dit, si je communique avec ma communauté, eh bien, le Premier ministre français va être au courant. Donc, j'ai dit, voilà, suite à des informations que j'ai reçues de la part des maires, donc ma tournée de conférence est interdite par les services du Premier ministre. Et donc, je vais me conformer à cette interdiction. Donc, je vous annonce officiellement que j'annule les 6 conférences, projections que j'avais l'intention de faire pour vous présenter le film du Dr Hammer. Paragraphe suivant. Je vous annonce dans la même, je dirais dans la même lancée que je reprogramme 6 conférences sur un thème tout à fait différent qui s'intitulera « Les maladies ont-elles un sens ?» et je vous donne la liste des dates et des salles où vous pourrez vous inscrire. Alors évidemment, c'était les mêmes dates, les mêmes heures, les mêmes salles, mais j'avais fait ce que le pouvoir me demandait de faire, c'est-à-dire j'ai annulé mes conférences, donc j'ai respecté l'injonction et j'ai dit je fais une autre tournée de conférences alors puisque j'ai réservé les salles et venez nombreux pour assister à cette tournée sur les maladies ont-elles un sens. Eh bien, figurez-vous que j'ai eu
certainement 2 fois plus de monde que ce que j'espérais. Les salles étaient pleines à craquer, on a dû rajouter des chaises, etc. Grâce au fait, en fait, les gens ont réagi en disant « Merde, il est interdit de conférence, on va aller le soutenir. » Bon, donc il y a des gens qui se sont déplacés juste parce que, au départ, ma conférence avait été interdite. Alors, je vous confirme qu'à chaque fois, nous avions la police ou la gendarmerie qui était à l'entrée de la salle et il y avait des policiers qui sont restés pendant toute la conférence pour vérifier que je respectais bien l'interdiction. Hein. Donc ça, c'était vraiment super parce que du coup, ça m'a amené à être encore plus impeccable dans ma prise de parole parce que j'avais des policiers qui étaient dans la salle et je ne pouvais pas déconner et je ne pouvais pas dire n'importe quoi. Bien. Mais en plus, j'avais relu la lettre du Premier ministre. Je n'étais pas interdit de vendre les DVD de mon documentaire. Et donc, ce que j'ai dit en début de conférence, c'est « Bon, ben voilà, donc bienvenue dans cette conférence sur le sens des maladies. Donc, comme vous le savez, j'ai été interdit de projeter un documentaire sur un docteur dont je ne peux pas vous citer le nom, mais par contre, je n'ai pas été interdit de vendre le documentaire et le DVD de ce documentaire lors de la pause et à la sortie de cette conférence. Donc, je vous invite à devenir les diffuseurs de ce documentaire que vous ne verrez jamais à la télévision, mais je compte vraiment sur vous pour que vous deveniez les diffuseurs et que vous organisiez même dans votre salon des projections privées de ce documentaire pour lequel je vous propose même un deal qui est la même remise que je fais aux libraires, c'est-à-dire 40% de remise à partir du moment où vous prenez 10 documentaires, enfin 10 DVD en une fois. J'ai vendu 10 000 DVD en 6 conférences. Ça a été le meilleur coup que j'ai jamais fait de ma carrière. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis appuyé sur une attaque pour prendre l'avantage de cette situation en disant au public, ben, je suis interdit, le documentaire est interdit, vous ne le verrez jamais à la télévision, mais par contre, vous pouvez, en tant que citoyen, devenir les diffuseurs privés de ce documentaire et je vous fais les remises des libraires. J'ai vendu 10 000 DVD en 6 conférences. Je peux vous dire que j'imagine, en tout cas, que les services du Premier ministre ont dû rager de voir comment j'avais agi. Et finalement, dans ma conférence, j'ai parlé de médecine chinoise. J'ai parlé de maladies chaudes et de maladies froides, là où le docteur Hammer parle de sympathicotonie et de parasympathicotonie. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai fait que parler des travaux du docteur Hammer, mais sans jamais le citer une seule fois, et en mettant ça sur le compte de la médecine chinoise, qui avait les mêmes vues que le docteur Hammer, mais dans un autre langage. Donc en fait, je n'ai pas trahi la médecine chinoise, je n'ai pas trahi le docteur Hammer, mais j'ai fait en sorte de rester souple par rapport à l'interdiction que j'avais, je dirais, dont j'avais fait l'objet. Voilà. Donc, voilà, j'ai pris quelques minutes, hein, désolé, je suis beaucoup plus long que d'habitude, mais je trouvais intéressant de vous illustrer la manière dont vous pouvez, de façon créative, vous retourner lorsque on vous attaque ou on vous interdit de faire certaines choses. Voilà, j'espère vraiment lire de nombreux commentaires sous cette vidéo et merci d'être les citoyens qui diffusent ce genre d'informations si vous pensez que ce sont des informations qui peuvent être utiles aux personnes que vous aimez, aux personnes que vous chérissez, aux personnes que vous connaissez. Donc je compte sur vous pour être les citoyens diffuseurs de ce genre d'informations et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Déchirer les voiles. Alors, à très bientôt et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne privée, histoire qu'on reste en contact, même si un jour je suis banni de tous les réseaux publics. À très bientôt!